On est Daf Yud Bet, Hamoud Aleph. Tanya Idach, מקבלין קיבולת במועד לעשותה לאחר המועד, ובלבד שלא ימדוד ולא ישקול ולא ימנה כדרך שהוא עושה בחול. À l'époque, les gens, ils allaient chez... Quand tu allais chez le tailleur, tu amenais avec toi le tissu. Quand tu allais chez le tisseur, tu amenais avec toi les fils, les bobines. Et ils pesaient. Ça veut dire, tu venais, j'ai besoin d'un pull. Tu amènes avec toi ta laine. Il y a dans Perek HaSocher Taoumanine. Quand quelqu'un il a amené des pelotes, des bobines et il lui a abîmé le pull. Et qui c'est qui doit payer? Donc, c'est les gens qui amenaient avec eux. Et il fallait peser, il fallait écrire. Alors, il y a un Oman, il ne travaille pas pour la moyenne, mais les gens, ils viennent chez lui, ils lui amènent le sac de laine. Il doit noter. Alors maintenant, il doit peser combien de laine il y a. Alors, il dit, Ubilvad shelo yishkol, velo imdod, velo imne kederech shuros. Il a le droit de faire, mais il fait béchinouille. Il est obligé de faire béchinouille. Tanou Rabanan. D'ailleurs, c'est le roi d'Israël. Tanou Rabanan. En marbe'in behema becholo shel moed. Ils accouplaient les mâles avec des femelles. Il s'est partagé après dans les enfants, dans les bébés, les animaux. Ouais. Il y a un qui a un zahar, l'autre il a une équerre, il donne quelque chose. On ne fait pas ce travail, Chol HaMoed. Kayot Sebo, En Marbe'in Bevechor, Velo Befsoulé HaMukdashim. Il y a quelqu'un qui a un Bechor, un animal Bechor. Il faut le donner au Kohen, il est Kadosh. Le Kohen n'est pas encore venu le prendre. Et il veut prendre le Bechor, qui est Kadosh Bekdoshat Bechor, et faire avec ça des enfants, multiplier son troupeau. Et il veut le prendre, il veut faire avec lui. Il a le droit, hein. On a le droit ou on n'a pas le droit? Hein? Est-ce que c'est une Meïla? Hein? Oh, attends, c'est une Meïla ou c'est pas une Meïla? Il a des saïls. Il a quoi? Il ne prend pas sa laine. Il n'est pas le Kohen. Il a décerné. Kadesh li kol Bechor. Quel statut il a le Bechor? Il a un statut de Kodashim Kalim, une sorte de Korban. Il a fait Meod, Asso. Donc on ne peut pas donner. On a une maseret entière, maseret Bechorot, qui parle de tous ces ignanim de la Kedusha, du Bechor. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans les troupeaux? Ils vendent à un goy. Dès qu'elle est pleine, l'animal, ils la vendent et ils rachètent du goy quand elle a mis bas. Quand elle a mis bas, il rachète pour s'autoriser ça? Pour avoir un poutor de Bechor. Ah. Si un sourd demande. Un homme, allez, quand ils ne sont pas Yereshamaim, tu ne pourras pas manger de viande si tu ne sais pas s'il est Bechor. S'il est Bechor. C'est que le Kohen qui a en profité pendant un mois. Alors il dit Tano Rabanan Er Marbeim Behema Becholo Shel Moed Kayot Sebo Marbeim Bechor. Velo Bepsoulé HaMukdashim. Psoulé HaMukdashim, c'est un korban qui a eu un moum, il n'est pas soul, Mizan Mukdashim. Lui aussi, En Marbein, bon, on n'a pas le droit de faire avec lui. Rien à voir avec la fête, d'accord? Parce qu'on a déjà dit En Marbein Bechol HaMoed, alors Kayot c'est bon. Tanya Idach, En Marbein Behema Becholo Shel Moed. On n'a pas le droit d'accoupler les animaux. Chol HaMoed. Rabbi Yehuda Omer, ça dépend. Hamora shetavra, marbi'in alea zachar bishvil shelot itztanem. C'est fou. Regardez comment il connaissait la zoologie. Il dit que l'ânesse, à un moment, elle veut. Elle est chaude pour le mâle. Et si tu ne la fais pas accoupler, elle attrape froid. Alors on lui donne un zachar, on lui fait ce qu'il faut faire pour ne pas qu'elle attrape froid. Ce n'est pas pour qu'elle met bas des enfants, c'est pour qu'elle n'attrape pas froid. Ushar kol habehemot machnisin otam labakarut. Les autres animaux, on les fait rentrer dans un endroit où il y a des mâles, et là-bas, ils feront de même ce qu'il a à faire. Ça, j'ai le droit.
Ça veut dire, j'ai moi une femelle chez moi. Hmm. Mon voisin, il a un mâle. Je lui dis, donne-le-moi, prête-le-moi quelques jours. J'ai le droit de les mettre ensemble. Et ça se fait ce qui se fait. Oui, mais parce que je ne fais pas payer à Daim. Je ne fais pas un marassé. Qu'est-ce qu'on interdit là-bas? Qu'est-ce qu'on interdit De quoi? de l'amener aux achats? C'est un commerce. Mais je sais pas, ils ont besoin de nous pour s'accoupler. C'est un commerce. C'est un commerce. Bien sûr, ils ont Il a besoin de raison. nous. Non. Mais s'ils Au sont niveau dans des un chevaux, l'année- par exemple, les s'ils étalons sont et tous tout, dans un faut même les enclos. Là, les animaux, ils ont des périodes dans l'année où d'eux-mêmes ils font. S'ils ne sont pas dans ces périodes, ils n'ont pas d'envie. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le mâle, on le met sur la femelle et jusqu'au moment où il se réveille. Sinon, d'eux-mêmes, ils ne font S'il n'y a pas. pas d'odeur, il n'y va pas non plus. Hein. Non. Alors, ils réveillent ça chez eux. Jusqu'aujourd'hui, c'est fréquent. Quand il y a des chevaux, ils veulent les multiplier, des chiens, etc. Des écuries. Ouais. Pour les améliorer et tout. Tano Rabanan. En medairin, lo beshabbatot, velo beyamim tovim, velo becholo shemot. À l'époque, ils exploitaient tout. Un agriculteur, qu'est-ce qu'il faisait? Il a le champ qui est assez libre. Il allait chez son ami qui est berger. Et il dit, je te ferme le champ, mets tes troupeaux dans le champ pendant une semaine, qui font tous leurs besoins dans le champ. Comme ça, Il a de l'engrais. il a de l'engrais. Ouais. Alors ça s'appelle Medairin. Il mettait du bois autour du champ pour que les animaux ne sortent pas. Et il fermait tous les animaux dans ce clôturé, endroit. Alors, En Medairin, lo beshabbatot velo beyamim tovim. Il n'a pas le droit de dire, amène tes animaux là-bas, Shabbat et Yom Tov. Velo becholo shel moed. Ve'im baou me'elehem, s'ils sont venus d'eux-mêmes, les animaux, muta. Même s'il y a déjà les clôtures. Il y a les clôtures, ouais. Il y a déjà les clôtures. Tu n'as pas le droit de les faire entrer, mais s'ils sont venus d'eux-mêmes là-bas, tu leur as mis là-bas de la paille, quelque chose, ils sont venus d'eux-mêmes, en barrière. Ve'en mesaye'in otam, ve'en mosrim lahem, shomer lena'er et tzonam. C'est par exemple des bergers goy. On ne les aide pas, on ne les épaule pas pour qu'ils viennent là-bas dans le champ. Aya sachir Shabbat, sachir Chodesh, sachir Shana, sachir Shavua, מסייעין אותם ומוסרים להם שומר לנער את צאנם. Si par contre, je paye à la semaine, il y a quelqu'un qui est spécial, il prenait les animaux de tout le village et il passait comme ça champ par champ. Et chacun des agriculteurs le payait. Et lui, tout son rôle, c'est de surveiller que les animaux ne vont pas dans le champ d'à côté. Mais il est avec eux tout le temps. Celui-là, on a le droit de l'aider, de lui montrer le champ. Shabbat. Rabbi Omer, Beshabbat, Betova. Shabbat, si tu veux aider le berger, les bergers, ils allaient même Shabbat mettre leur troupeau. Tu ne peux pas laisser les animaux dans les étapes tout le temps. On a le droit. C'est pas Mechamer. Il n'est pas là en train de il est en train de leur donner à manger. Quelqu'un qui a un chien, il a le droit de le faire sortir Shabbat. Le tirer avec la laisse, pas le lever. Donc un berger juif, il a un troupeau, il faut Ils sortaient Shabbat avec eux, bien sûr. Je ne sais pas. Mais d'accord, mais la laisse. Mais il n'est pas responsable qu'ils vont arracher l'herbe. Non, il leur donne à manger, c'est normal. L'animal, il fait ce qu'il a à faire. Il fait, ouais, Il y a pas de- C'est ça le ridouche. C'est ça le ridouche. C'est qu'un chien, on peut le balader dans la rue Shabbat. Un chien, oui. Avec une laisse, oui. En France, Même sans héros. Même. Ah bon? Parce que la laisse, C'est lui Mais qui rien- tient. Ah oui, c'est bon. mais il faut attraper la laisse dans ta main. La laisse. Déjà, il a un bâton, le Elle a une berger, limite. c'est comme ça, non Ça peut d'une certaine manière. Mais alors, le berger, lui, il n'y a pas de héros pour lui. Parce que c'est les bêtes qui commandent d'abord. Non, il ne sort pas avec eux plus de 2000 mètres Ah oui. en dehors de la ville. 2000 mètres, pardon. Pas maman. Mais il n'y a pas de problème. D'accord. Le berger, il a le droit de prendre le troupeau Shabbat. Ces animaux. On ne peut pas rester enfermés. Il doit leur donner à manger. Alors, Shabbat, quand tu veux l'aider, c'est gratuitement si tu veux l'aider. Beyom Tov, Bemezonot, le berger, il te paye, il te donne un morceau de fromage. Bemoed, Besachar. Armarav, Yosef, Ilchetaki, Rebi. Donc, Rebi, il a dit Shabbat, assourd de prendre l'argent. Ça, ce sera un Shabbat. On rentre dans le sujet.
Comme il a dit Meir hier, quand il travaillait chez le Rav Mordechai Eliyahu, il devait garder sa maison. Alors il a dit au Rav, je n'ai pas le droit de travailler Shabbat. Il a dit non, moi je te paye La pour semaine. que tu viennes avant Shabbat un peu et après Shabbat. Donc je te paye en fait pour l'heure d'avant Shabbat. C'est Bavla. Mais si par exemple il y a Shabbat un kiddush, un repas, un Shabbat Ratan, et toi tu prends 2 serveurs, tu leur dis venez Shabbat matin, vous allez servir au public et voilà, je vous paye tant. C'est assaut. Même si on les paye Ça avant. sera Shabbat. Même si on les paye avant. Non, il a travaillé Non, sur- il faut leur donner une tâche pour qu'ils viennent Motsei Shabbat aussi. Ou avant Shabbat. Je ne fais pas, monsieur Shabbat. Tu ne fais pas rien. Que Shabbat matin. Ils viennent et ils récupèrent leur argent. Une heure avant Shabbat. Ah, ils viennent 1 heure avant Shabbat. N'Baya. Ah, ils ne viennent pas, monsieur Shabbat. Non, Non, mais non, non. Ça veut dire, je veux dire ou avant Shabbat ou après Shabbat. Quand on était jeune, on allait étudier avec la yeshiva du Rav Mordechai Sharabi. Et le Rav Mordechai Sharabi avait toujours un rêve que tout le Erev Shabbat, il y a des gens qui viennent étudier la Torah. Parce qu'il disait Erev Shabbat, il n'y a personne qui étudie la Torah en Eretz Israël. Et il voulait qu'il n'y ait pas des mariés, des jeunes. Il voulait des jeunes célibataires. Les mariés, ils sont à la maison, ils doivent être avec leurs femmes. Des jeunes célibataires qui étudient la Torah toute la nuit. Et ils nous payaient, à l'époque, c'était, je vous parle il y a 30 ans, 150 shekels par Shabbat, c'était bien payé. Et on allait étudier, et ils nous faisaient une condition, qu'il fallait étudier 2 heures après Shabbat pour que ça ne soit pas Srar Shabbat. Donc, on venait Shabbat, on étudiait toute la nuit, Motsai Shabbat, on allait, on réétudiait 2 heures, après ils nous donnaient, pour que ça soit, même pour une étude de Torah, hein, c'est une milga l'Ichora, t'es makpid sur Srar Shabbat. C'est pas les Païtanim qui font venir à Kippour. C'est ça. C'est une bonne question. Comment un païtan, il a le droit? Alors, normalement, dans toutes les communautés qui sont Yerei Shamaim, ils demandent au païtan de venir faire des slichot avant Kippour et avant Rosh Hashanah. C'est pas, ouais. Les païtanim, en route s'arrête, il n'y a pas de problème. Ils font tous les Aseret Yemei Teshuvah, c'est un Pâques. Mais même en Israël, quand on prend un païtan pour venir faire, on lui demande de faire slichot. Moi, la veille. Alors, ça, c'est la halakha comme Rabbi. Shabbat, quand tu rends service à quelqu'un, c'est gratuit. Il y a aussi une question pour les mikvot. Vous savez que les mikvot de la Moatzah Datit, c'est gratuit Shabbat. Ils n'ont pas le droit de récupérer de l'argent. Une femme qui va Shabbat, la loi, elle dit en Israël, une femme qui a besoin d'aller Shabbat au mikveh, elle n'a pas besoin de payer. Ils n'ont pas le droit. Un mikveh Shabbat, ce n'est pas payant. Si tu ne veux pas, ferme ton mikveh. Mais tu ne peux pas prendre de l'argent pour Shabbat. Ce sera Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas venir refaire un shampoing Motsei Shabbat? Non. Shabbat, on ne paye pas. Tous les mikvahot Shabbat à Jérusalem, à Bnei Berak, même ici à Ranana, vous allez au mikveh Shabbat, vous n'avez pas à payer. Si ils ouvrent, c'est la Moatzah Datit, on ne paye pas Shabbat. Il ne peut pas te dire que tu dois venir payer après Shabbat. Non, tu as un gazdan, ce sera Shabbat. Sauf si tu. Mais non. L'eau, elle est là. Si tu utilises l'eau, si tu utilises la douche, c'est quelque chose d'autre. Tu consommes. Enfin, la loi en Israël, c'est que tous les mikvaot Shabbat, il n'y a rien à payer. Et quelqu'un qui veut son mikvé, il sort, il veut se rincer. Il peut se rincer. Et c'est Ah, pas tu parles, chaud. est-ce qu'on a le droit de se rincer après le mikvé? À l'époque du Talmud, il ne se rinçait pas. Pourquoi? Ça, c'est Pour ne pas que les gens disent qu'on peut se purifier même avec une douche. C'était une xéra. Mais aujourd'hui, les mikvaot, c'est pas hygiène de ne pas se laver. Alors le Ben Ishraï, il dit quand même, pour ne pas montrer qu'on est dégoûté du mikvé et qu'on se lave parce que c'est sale, il dit faire un peu d'activité sportive Et tu vois. et comme ça tu fais pour. Tu fais 50 pompes. Mais il y a des mikvaot, tu es obligé. Ah oui, il avait des fêtes et tout. Non. Alors encore une fois, rappelez-vous, Shabbat, on n'a pas le droit de travailler pour recevoir quoi que ce soit. Yom Tov, tu as le droit de recevoir un gâteau ou un repas. Chol HaMoed, tu peux récupérer de l'argent. Et l'alra est comme Rébi. Bon. Vechen Mishaya Yeno Betoch Habor. À l'époque, ils avaient comme une. Ils creusaient, ils sculptaient dans la. On dit sculpter? Ils sculptaient dans la pierre un grand carré, comme un bain, bassin. comme un bassin carré. Vous les voyez en Israël, c'est magnifique de voir ça.
ils prennent un rocher, et dans le rocher, Un il y a bloc, un, ouais. il y a un carré comme ça, un carré. Au carré, il y a ils le font en pente, ça veut dire que ce n'est pas droit, et vous avez un trou, et vous avez à côté des gros puits où le vin, ils écrasaient le raisin, et le vin descendait là-bas. Maintenant, il laissait qu'un bois. Les premiers jours, avant de le mettre dans les tonneaux, avant la mise en tonneau, il restait ouvert. Il mettait qu'une planche. Après, il vidait là-bas, il faisait passer dans les tonneaux, et là, ça commence la fermentation. Donc, quand les gars, ils ont fait ça, il a fait ça avant la fête. Il a eu un problème de poids-à-ligne, d'ouvrier, et il se retrouve avec un problème. Son vin, il est dans le puits. S'il ne le récupère pas, Il va pour rien. il a 2 jours pour le récupérer, ça tombe pour la moelle. Il pensait que l'ouvrier allait lui terminer avant tout, et des quantités de raisins, ils n'ont pas terminé. S'il ne récupère pas, on met dans les tonneaux, et quand tu mets dans les tonneaux, il fallait fermer. C'était tout un travail. Si tu ne mets pas, tu as perdu ton vin. Alors, il a fait. Alors, ça, c'est le sujet de notre Mishnah. Son vin, il est dans le puits déjà. Il a eu un deuil. O Ones, un cas de force majeure. O chez Trou, les ouvriers, ils lui ont dit qu'ils allaient venir et ils ne sont pas venus. Zolef Vegomer, Vegaf Kedarko. Il peut y aller. Il vide ce qu'il y a dans le puits. Zolef, c'est vider ce qu'il y a dans le puits et le mettre dans le tonneau. Et puis il fermait. Il prenait le couvercle et il fermait avec il scellait avec de l'argile. Zolef Vegomer Vegaf. Gaf, c'est bien fermé. Kedarko. Divrei Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda Omer, Oseh lo limudim bishvil shelo yachmitz. Il dit non. Limudim, il lui fait un couvert en bois et il ferme le puits, mais il ne fait pas rentrer dans les tonneaux. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Yossi, que si on a le droit de protéger notre vin, eh ben on a le droit déjà de le mettre dans les tonneaux. En fût. Chachamim, ils ont compris que l'homme, il n'allait pas faire. Ils lui ont autorisé. Faire les choses, betzina. On fait ça, betzina. La Gemara, elle dit, elle pose une question. C'est-à-dire le vin. Tu as déjà dit une Mishnah, on a parlé de Mishéafach et Zetav, qui avait pris ses olives et qui les avait mis dans le pressoir. Quelle est la différence entre les olives dans le pressoir et le vin? C'est kiff-kiff. C'est pareil. Il est où le chidouche? Pourquoi j'ai besoin de redire? Alors maintenant, je vais te dire, et le coca dans l'usine, et le soda. Mais ça pourrit pas le coca. Pourquoi? Il y a le gaz qui sort. Après 6 mois, c'est mort. Ah ouais? 6 mois, tu vas marquer une date d'expansion, quand ça finit, quoi. C'est pas que le gaz sort, je sais pas si c'est. Non, c'est le gaz qui a plus de gaz, quoi. Après 6 mois, Une bouteille de soda. Si tu l'ouvres pas pendant 1 an, il n'y a plus de gaz. Elle est morte. Ah bon? 6 mois, Oui. 6 mois, c'est sûr. Ah ouais? Elle peut perdre le gaz. Elle peut perdre un peu. Une date, tu as 6 mois de maximum. Vous allez me dire comment il conduit les chauffeurs. Bon, en tous les cas, alors la Gemara pose la question, pourquoi tu as besoin de redoubler ce sujet de la Mishnah? Quelle est la différence entre de l'huile Et du vin. et du vin? Reprends les mêmes paramètres que tu as dit dans l'huile et dans le vin. Alors maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui s'abîme plus, l'huile ou le vin? Le vin. L'huile découverte, nouvelle huile, qu'est-ce qu'on a dit? Vous vous souvenez? On a dit que l'huile, quand il a été pressé, quand il ne s'est pas encore reposé, il s'abîme. Il est agité. Il a plein d'acidité. Et il faut attendre. Moi, j'ai acheté maintenant un tonneau d'huile. Ça prend du temps. Ça prend 1 mois. Quand je verse l'huile, c'est vert. Vert. Maintenant, j'utilise l'huile. Elle est bien forte dans le goût parce qu'il y a des particules encore. Ce n'est pas descendu. J'ai acheté 20 litres d'huile dans un tonneau. Quand tu verses, c'est vert. Pourquoi? Parce que ça vient de sortir du pressoir. Donc, dans 1 mois, tout la lie est tombée en bas. Et là, elle devient jaune déjà. Jaune avec une tendance très légère, verte. L'huile d'olive verte, c'est qu'il est nouveau.
Il n'y a pas d'huile d'olive verte. L'huile, elle est jaune. Et Donc, quand elle est verte, comment hein? on va dans les bouteilles d'huile 4%, 5%, c'est le cas, c'est de laisser reposer plus ou moins alors. Ouais, non, non. Parce que là, c'est de C'est l'acidité de prendre de l'huile sans toucher les noyaux et sans faire des effets que le noyau, c'est le noyau qui lâche l'acidité écrasé. On qui a été enlève, écrasé. on enlève le noyau. On fait moins, Ah, moins. on chauffe moins. Ça veut dire, Ah, oui. quand vous avez de l'huile d'olive à 4% d'acidité, c'est-à-dire qu'on a on a chauffé la graine pour qu'elle donne plus d'huile. Et ça, c'est pas bon. Les noyaux, quoi. Ouais, non, les noyaux, de toute façon, aujourd'hui, ils sont toujours broyés. Voyez. La question, c'est à quel point ils sont broyés et combien de temps tu fais bouger la machine. Alors, les premières huiles qui sortent, c'est la meilleure. Elle arrive à 0,2%, 0,3% d'acidité. En moyenne, en France, à l'époque, ça allait jusqu'à 2% d'acidité. Jusqu'à 2%, c'est correct. Tu peux manger même plus. Tu peux manger même l'huile d'olive que tu vois pour allumer les bougies, tu peux la manger, mais tu auras des brûlures d'estomac. Mais elle est comestible. Comestible. Là-bas, elle monte à 12% d'acidité. C'est déjà. Pour finir la question, là, pourquoi il ne l'a pas dit? Alors, la Gemara dit on a dit pour le pourquoi. vin qui est d'Arco, on peut aller jusqu'au Oh. bout de. Alors, regardez, Non, la c'est pas Gemara pour le vin. elle nous fait un tzricha. C'est tzricha, toujours tzricha. Vetzricha, c'est te dire que ce n'est pas inutile, j'ai besoin. Et pourquoi? Alors, la Gemara. Vetzricha. Des Iash Meinan Kamaïta, si j'aurais dit que la Mishnah qui parlait des olives, j'aurais dit Behaïka Amar Rabbi Yossé. Même là-bas, on a exactement le même débat entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il t'a dit là-bas? Il t'a dit tu as laissé les tonneaux ouverts, tu n'as pas vidé l'huile dans les bouteilles. Tu laisses, tu mets un bout de bois dessus et c'est tout. Et Rabbi Yossé lui a dit non, tu fermes tout, tu mets en bouteille. Et même ici, c'est exactement le même débat. Alors, qu'est-ce qu'il avait besoin de redire même ici? Alors, voilà, Vetzricha. Alors, on va expliquer d'abord Rabbi Yossé, et après, on va expliquer Rabbi Yehuda. Utzricha, Diyash, Minan Kamaïta, j'aurais dit Behaï, Kama Rabbi Yossé. Mishum de Mishra, Nafish Psede. Aval Hamra de Nafish Psede, Ema modèle de Rabbi Yehuda. J'aurais dit, tu sais, là-bas, la Mishnah, qu'est-ce qui vaut plus cher? C'est intéressant. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, peut-être. Qu'est-ce qui vaut plus cher? 1 litre d'huile d'olive ou 1 litre de vin? Dans la réalité, pas dans le commerce. Non, il a raison. Non. Même aujourd'hui, l'huile d'olive, elle est plus chère que le vin simple, le vin de table. On parle d'un prix de revient ou un prix de vente? Pas non, un prix de vente. Non, En France, du vin de table simple, un vin. Je ne parle pas maintenant des gros vins, des grands crus. En France, combien ça vaut une bouteille de vin standard? 3 euros. Combien ça vaut une bouteille d'huile d'olive? 5 euros. Donc c'est plus cher. Il a fait, c'est ce qu'il dit la Gemara. Ah, ici, non. Non, mais même ici en Israël, je crois que le vin simple, il est moins cher que l'huile d'olive. Non, la moindre bouteille, c'est 33 shekels la bouteille. 33, 35, la basique. Hein. Ça, je parlais de prix de revient. En quoi? En vin? C'est de la piquette. Ouais, c'est sûr. Ah oui, Parce que là, la vraie question est sur le prix de revient. Pour celui qui fabrique. Le repas de la non, c'est le prix dans le marché, c'est l'homme échané. Il y a pas, si le prix de revient il est plus cher, donc il est plus cher au marché, c'est l'homme échané. Tu multiplies toujours les marges, c'est sur une base. Non, parce qu'il y a peut-être l'abus après dans le prix de vente, c'est ce que je veux dire. Par rapport à la vraie valeur de. Non, c'est l'homme échané. Tu as raison dans. Il a dit peut-être qu'on Une fait bouille- code 3 en huile et code 5 en. Aujourd'hui, 1 kilo de raisin, ça produit 750 millilitres de vin. 1 kilo de raisin. 1 kilo de raisin, il fait 8 shekels. Tu as la bouteille, tu as le travail. Le raisin pour le vin, fait entre 8 et 10 shekels le kilo. Donc tu as à peu près, pour faire une bouteille de vin, c'est pas moins que 16 shekels. 16, 17 au fabricant. Coût de fabrication. Je ne parle pas maintenant de l'emballage. Non, l'emballage, avec l'emballage. Maintenant, il y a son gain, lui. Après, il y a le transport. Il y a où garder le vin, le vendeur. L'huile d'olive, c'est autre chose. L'olive, elle a son prix. Sauterne. Le sauterne, il faut 30 kilos. Le Le vin sauterne, Le blanc. 30 kilos de
Ça s'appelle la Raisin. pourriture du vin. Ah. Et pour faire 1 litre. Il vaut 400 shekels bouteille. Le riz cachet. il y a toujours, il a raison, il y a des bouteilles. On parle d'un standard. On parle d'un standard. Alors il dit, j'aurais pu penser. On dit que quoi? J'aurais pu penser que Rabbi Yossi, il est mahmir. Ça veut dire, il est mekel, pardon. Il est mekel par rapport à l'huile d'olive. Mais peut-être le vin, ce n'est pas une grosse perte. Il ne va pas dire on peut profaner Chol HaMoed. Parce que quand même, les gens, pour aller remplir son vin, il faut aller chez le gars qui fabrique les fioles pour aller récupérer les fioles pour mettre le vin. Il faut les tonneaux. Après, il faut amener les gens. Ça demande un travail. Alors pour de l'huile s'abîmer, mais pas pour du vin. Kamash Mahalan, qui l'autorise les deux. Veyash Minat Batraïta. Et si j'aurais dit notre Mishnah à nous et pas celle de l'huile, j'aurais dit du sens de Rabbi Yehuda. Be'aïka Amar Rabbi Yehuda. Dans celle-là, Rabbi Yehuda, il est mahmir. Mais peut-être dans l'huile d'olive, il est cool. Ben, il aurait dit l'huile d'olive, c'est une grosse perte, j'autorise. Ah oui. Il n'aurait pas pris sur lui ce risque. Ça va s'abîmer. C'est relatif pour les gens. C'est pas relatif pour les gens. On parle d'une moyenne, on parle d'une classe moyenne. La Mishnah, elle parle toujours de la moyenne des gens. Elle ne parle pas des extrêmes. Elle ne parle pas des gens de Sadikim, elle parle des gens simples. ויש מן הבטרייתא בעיק, אמר רבי יהודה, אבל באח אם המודל לרבי יוסי צריכה. La Gemara maintenant, elle parle de Shinui Chol HaMoed. On va voir, il y a plusieurs halakhot intéressantes. La Gemara, elle va nous dire ici une des règles très intéressantes de Chol HaMoed, que les halakhot de Chol HaMoed, elles sont très bizarres. On ne peut pas apprendre d'une halakha à une autre halakha. Dans une Chol Shabbat, tu apprends d'une halakha à une autre halakha, un sujet. Chol HaMoed, c'est la majorité, c'est que des xérot. Les xérot, il n'y a pas de. Tu ne peux pas dire le din de ça, il est comme l'autre, ça lui ressemble. Il n'y a pas. Ils ont été gozrim uniquement dans ça, ils n'ont pas été gozrim dans d'autres xérot. On va voir tout de suite. Ilchot Shabbat et Ilchot Chol HaMoed, halachot akurot, c'est des halachot qui n'ont pas de. Ça ne peut pas être enseigné. Il n'y a pas. Ils ont mis une xéra sur ça. Ils n'ont pas mis sur tout. Il n'y a pas de déduction. Ça ne vient pas d'une origine de quelque chose. Est-ce que tu peux me dire. Est-ce que tu peux me dire que si Chazal, ils ont dit le Mouktsé, alors moi je vais trouver quelque chose comme le Mouktsé? Non, je n'ai pas le droit. C'est une xéra par rapport à ça. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose. C'est vrai que le Mouktsé, c'est compliqué à comprendre. Alors regardez. Non, c'est pas compliqué, ma belle-mère était Mouktsé. Amar Rabbi Yitzhak bar Abba. Man tana shinui b'moed bedavar ha'aved. Elle a dû traumatiser mon ami. Il dit, il y avait une avis dans les Tanaïm qu'on a le droit de faire shinui b'chol ha'moed. Et derrière shinui, fais ce que tu as à faire, mais fais-le en shinui. C'est quoi shinui? Shinui, c'est comment on peut faire On prend le stylo entre les doigts, comme ça. C'est quelqu'un qui écrit avec la main droite, il signe avec la main gauche. Inhabituel. Inhabituel. Pourquoi? Parce que c'est midera banane. C'est C'est pas son mideoraita. Dans un deoraita, il n'y a pas de shinui. Dans un deoraita, il y avait une fois un gars, il est venu chez le rabbin, il a dit, monsieur le rabbin, moi je vais faire tchouva à condition que vous m'autorisez de fumer la cigarette. Je peux pas sans. Je peux pas sans la cigarette. Alors le rabbin lui a dit, chinoui, tu as le droit de fumer Shabbat. Il a dit, ah ouais, chinoui. Il a dit, tu mets le feu dans ta bouche. Elle est bonne. Oui. Non. Mais derrière chinoui. Alors, Chol HaMoed, comme c'est midera banane, d'après la majorité des Rishonim, on a le droit à un chinoui Chol HaMoed. Alors il dit, Bevadaï que Rabbi Yossé, il n'est pas d'accord avec cette idée du chinoui. Autrement, il aurait autorisé de faire chinoui. Comment on fait chinoui? Par exemple, tu prends la chose, tu mets beaucoup de produits dessus, tu remplis à moitié les tonneaux. Mais tu aurais pu faire un chinoui. Alors il dit, Mantana chinoui b'moed bedavar ha'aved de lo ki Rabbi Yossé. Amar Rabbi Yosef, halacha ki Rabbi Yossé. La halacha, elle est comme Rabbi Yossé, que tout est moutard. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? Rabbi Yossé, il a dit gaf kedarko. Il a dit tu remplis normal. C'est logique aussi.
Si tu prends une bouteille à l'époque, dans les conditions de l'époque, tu prends du vin, tu ne remplis pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va se passer avec ton vin? Il va s'aérer, il va fermenter. Il va fermenter. Un jour, j'ai fait du jus de raisin à la maison. J'ai acheté des raisins de Chevron, j'ai fait 100 litres de jus de raisin. J'ai acheté des bouteilles. J'ai fait bouillir la maison. Ma femme m'a dit, c'est la dernière fois que tu fais. Non, Chimiste. j'ai fini. Le vin, il est sorti rouge comme du sang. Tellement il était épais. Il y avait un goût extraordinaire. Mais moi, j'ai attendu qu'il refroidisse. J'ai fait passer dans les passoires. Et je n'ai pas fermé les bouteilles quand il était brûlant à 100 degrés. Aïe. J'ai fermé avec les bouchons. J'ai tout fait. J'étais heureux. J'ai dit, maintenant, j'ai du jus de raisin. Je me suis fait mon jus de raisin, mais Adrine, pour toute l'année. La charia de ça, t'as fait dessus. 3 semaines après, Erev Shabbat, je me rappelle, je suis en train de chanter des chants de Shabbat. J'entends une bombe. Boum. Bah ouais, le vin. Vous savez ce que ça veut dire? Les bouteilles, elles sont montées. Ça fait remonter. Elles sont montées, elles ont explosé. Comme des missiles. Comme des missiles. Le vin, quand tu fais du vin, Je te dis pas. et là j'ai appris que quand on fait du vin, une confiture, tout ce que tu gardes dans une boîte bouillant à 100 degrés, tu verses et tu fermes tout de suite. Et là, la vapeur, elle tue l'air qui est à l'intérieur et il ne s'abîme pas. Sinon, s'il y a un peu d'air, il fait faire monter tout. Et c'est pour ça qu'il remplissait aussi. C'est pour ça que tu dois remplir à fond. Parce que même si tu as eu ces conditions, du moment où il y a un peu d'air, il n'y a plus d'air. Ouais. c'est pour ça qu'il tournait à fond et il fallait fermer pour qu'il n'y ait pas d'air. Sinon, eh ben. Mais rien dans leur époque, à eux, comment ils faisaient? À mon avis, ils devaient remplir jusqu'en haut. Jusqu'au bout, oui. Et puis après, quand ils mettaient ils tassaient et ça débordait. Et là, ils fermaient. Sinon, il n'y a pas de. Sinon, il n'y a pas de moyen Non, les deux, pour vider hermétique. la viande, les deux, chez les Goïms, chez les Goïms, Ouais. on tassait la viande comme ça avec de la saumure. Et il fallait vraiment être. Moi, j'étais apprenti, c'était un Goïm, un rat pour eux. Et il faire pousser la viande pour pas qu'il y ait de l'air entre les. Pour ne pas qu'il y ait de l'air. Et après, pendant 2 mois, 3 mois, elle se garde. Elle est magnifique là-bas. On faisait de la charcuterie avec saucisson et tout. Alors, il nous dit. Avec cochonou, Michel le de beurre. cochonou. Avec Alors, la Michel de Gemara, beurre. elle dit. Alcha qui Rabbi Yosef. Baou minem Rav Nachman bar Yitzhak. Maou le mesha havita de shira bechola de moada. Il dit, là on parle de shira. Shira à l'époque, c'était pas cher. Tout le monde savait le faire. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est quoi Chira d'abord? La bière. Ah, Comme la ça. bière. Il prenait les dates, Ouais. il les ouvrait, il les écrasait comme ça pour que le sucre il sort, il les jetait dans l'eau. Ça faisait, tu l'as laissé 10, 15 jours à l'air, Ouais. ça faisait fermenter. Tu faisais passer, tu avais de l'alcool simple. C'est de l'alcool, La queue de date. la date, Ouais. shira. Où il faisait bouillir, il savait faire à l'époque l'alcool. La bière, à l'époque de la Gemara a dit qu'il faisait. La Gemara elle dit c'est depuis quand que la Kala elle stresse vraiment le mariage. La Gemara elle dit du moment où on a pris l'orge et on a mis dans les tonneaux pour préparer la bière pour la soirée. C'est-à-dire, c'est 3-4 jours avant le mariage que. C'est la Gemara qui Je buvais la bière, bien sûr. C'est la Gemara qui parle de ça. Donc, c'est La très bière, bien, la bière. on trouve des traces aujourd'hui, même dans les pyramides, que les anciens Égyptiens fabriquaient la bière. Ah bon, mais je connais bien. La bière, l'origine de la bière vient de cette région. L'Égypte. De l'Égypte. Ah, je savais pas ça. D'Égypte, de Babel. Pas d'Allemagne. Francfort, avec les bonnes saucisses. Donc, c'est pas Cronenbourg qui l'a inventé. Heineken aussi. Pas Heineken. On dit que Shabbat, c'est ça, sur un pashkesh. Calme. Ah, Ah, Khazonish, il autorise sur du café. Il dit que chez Har Medina, ce n'est pas que de l'alcool. Mais la majorité des poskim, ils ne sont pas d'accord. Ils disent qu'il faut qu'il y ait un paramètre, ce n'est pas de la boisson locale. Il faut qu'il y ait toujours un peu d'alcool, même quoi que ce soit. Le jus de raisin, c'est le seul ridouche qui n'a pas d'alcool, mais comme il vient du vin, mais ce n'est pas les khatri, là, ce n'est pas Mehadrim. C'est pour ça que les gens, les Mehadrim, celui qui va avoir une bracha, la Gemara a dit, qui douche de Erev Shabbat, Motzei Shabbat sur du vin et pas sur du jus. Celui qui n'aime pas, il faut mettre un tout petit peu d'alcool quand même. Alors il dit, j'ai envie de savoir, maintenant il a ouvert son tonneau de bière. Il a envie de savoir est-ce qu'il a le droit de fermer. Maintenant c'est un travail. Il va prendre l'argile, il va fermer. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait pour l'alcool?
Alors la Gemara a dit, Rav Nachman bar Yitzhak, ils lui ont dit qu'on a le droit de fermer la bouteille d'alcool, mais Shicha, Amar Lehu, Sinai Amar, Alakha ki Rabbi Yossi. Sinai, c'est Rav. Il appelait Sinai, il connaissait la Rav Yosef, pardon. Il connaissait toute la halachot, il était un grand baki. Toute cette halachot était comme Torah mi Sinai. Alors les gens l'appelaient Sinai. Tellement il était connu dans sa Torah. Rav Yosef Sinai. Sinai, oui. Alors il a dit Sinai Amar Alakha ki Rabbi Yossi, donc c'est Moutar. Le Gemara a dit ok, mais tu ne peux pas me dire. Il y a une grande différence entre l'alcool et le vin. Le vin, écoute, il a un prix. L'alcool, il ne valait rien du tout. À l'époque, le Shichra, qu'ils avaient deux. Amarlé, il lui dit et mordé Amar Rabbi aussi, Hamra Shichra mi Amar. Alors la Gemara a dit Hamra Tamama, Mishum dit Nafish Psede, il y a une grosse perte. Shichra Nami de Psede, il y a une perte. De Amar Abaye, Amrali Em, Barshit Sawe, Veshaya mi Bartamne, Velo Shaya. Elle dit donne-moi un tonneau de 6 litres, mais bien fermé, que tu me donnes un tonneau de 8 litres et mal fermé. C'est-à-dire, achète une bouteille bien gardée, même s'il y a une petite quantité, une bouteille qui a un bon bouchon, que l'alcool elle se garde, tu vas la garder longtemps, que de recevoir une quantité plus importante, mais elle va s'abîmer parce que ce n'est pas fermé. Donc, il te dit, il y a une perte, autorise-lui. Amarav Hama Bargouria Amarav. Ilchot Moed qui Ilchot Koutim Ba'alacha. C'est quoi Ilchot Moed qui Ilchot Koutim? Les coutumes. Il a fait. Les Koutim, c'était des Samaritains. Ils sont venus s'installer. On les appelle Samaritains parce qu'ils sont venus s'installer en Samarie. Mais à la base, ils venaient d'un pays à côté d'Afghanistan qui s'appelait Kouta. Ceux-là, ces gens, ils sont venus à l'époque quand Sancheriv a déplacé les populations. Il a voulu ne pas gouverner tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'ils ont fait les Russes. Il déplaçait les gens. Il déplaçait les gens, exactement. Aujourd'hui, la Chine, au Tibet, elle a envie de marquer son truc. Elle a amené. Maintenant, il y a la partie des Ouïghours en Chine, où il y a des Ouïghours. Ouïghours, vous avez Ouïghours. Sont des musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? Non, à part les massacres, il y a par exemple 10 millions de Ouïghours. Ils vont leur ramener dans leur endroit 20 millions de Chinois pour venir s'installer. Ils vont les bouffer. Et ils vont casser, ils vont détruire l'ethnie de la. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait au Tibet, c'est ce qu'ils ont fait. Alors même Sancheriv à l'époque, c'était sa méthode à lui. Il changeait les populations. Alors il a pris les coutumes, il les a fait installer, il les a tous fait installer en Judée-Samarie. Le problème, c'est qu'il y avait les animaux qui venaient, qui dévoraient en eux. Les animaux. Ils se faisaient des maladies. Ils ont dit à Sancheriv, tu nous as mis dans une terre maudite, change-nous la terre. Il a dit, mais il n'y a pas de problème dans cette terre, je ne vois pas, ils ont commencé à chercher, ils ont vu que dans la Torah des Juifs, c'est écrit que celui qui fait Avodah Zara sur cette terre, il souffre. Donc il leur a dit, je vous donne 2 opportunités. Vous voulez, je vous donne une autre terre. Si vous voulez rester ici, il faut se convertir. Il a pris des moines juifs, des Kohanim. Des moines, oui, des Kohanim. Ouais. Religieux, des juifs religieux. Et il leur a amené là-bas, des Aseret Hashvatim. Et il leur a enseigné la Torah. Ils ont décidé qu'ils veulent se convertir. On les appelait Guéré Arayot, les convertis de la peur des lions. Et les Juifs, quand ils ont vu qu'ils étaient convertis, les Juifs de Jérusalem, après que Sancheriv est mort, il a perdu, et quand il est venu après, il a essayé d'attaquer Jérusalem. Et là, il a eu son coup terrible. Lui et toute son armée est mort. Après, le Sanhédrin, quand ils ont vu ces gens, ces Koutim, il fallait aborder le sujet. Il y a un Kouti, il veut venir, il y a un Juif qui veut épouser une fille d'un Kouti. Il les acceptait. Ils sont considérés comme Juifs ou pas finalement? Il est considéré comme des Juifs. Combien d'années ils les ont considérés comme ça pendant une trentaine d'années. Un jour, il y a eu quelques Juifs de Jérusalem qui sont partis dans une auberge là-bas. Et ils étaient là-bas quelques jours. Et ils ont vu qu'ils faisaient de la Avodah Zara. Ils sont venus, ils ont amené un témoignage clair. Qu'ils servaient tous, ils avaient le pigeon à l'époque. Vous savez, on a la trina qui vient de Shrem, de Har Bracha. Et là, la colombe. Ouais. C'était leur Avodah Zara. Jusqu'aujourd'hui, c'est leur symbole. Vous allez dans les maisons des Samaritains, ils ont la colombe. Ils sont venus, les Chachamim, ils leur ont envoyé. Vous savez, c'est Avodah Zara Gmoura.
il faut que vous détruisez tous ces symboles de Avodah Zarah. Il leur a écrit, on refuse complètement. Il a dit, si vous refusez, vous n'êtes pas juif. Gazro Alem, ils ont dit, celui qui se marie avec une koutite, c'est comme s'il se mariait avec une goya. Ah, d'accord. Et là, ils sont devenus des ennemis jurés du peuple juif. Quand il y avait un juif qui passait à côté du Yishuv Bracha, il le massacrait. Ah, c'est sympa. Ouais. Il le tuait. Ils ont collaboré avec les Romains. Quand Alexandre le Grand est venu, c'est eux qui l'ont incité pour aller détruire le temple des Juifs à Jérusalem. Et là, quand il ne les a pas écoutés, il a dit aux Juifs, je vous donne les Samaritains dans vos mains. Les Juifs sont partis là-bas, ils leur ont détruit leur temple. Ce qu'ils voulaient faire, Beth Amikdash, ils l'ont fait. Donc, maintenant, il y en a encore ceux-là hein. Ouais. Ils détestent les Juifs, mais ils se marient entre eux. Il y a Ben Zvi, le deuxième président de l'État d'Israël. Yitzhak Ben Zvi, c'était un chercheur. Il admirait les Samaritains. Et quand il est venu président, il est devenu comme ça. Il a fait une théorie sur eux, il a écrit son doctorat dessus. Et c'est des ennemis du peuple juif. Quand il est arrivé au pouvoir, il est devenu président de l'État d'Israël. Il leur a accordé à Holon un quartier énorme où il leur a donné gratuitement, venez vous installer dans le centre d'Israël. Donc la communauté samaritaine, elle est partagée en deux. Dans le Shomron. Maintenant, il faut savoir qu'eux, ils refusent les passeports israéliens. Ah ouais. Ils refusent les passeports israéliens. Ils se considèrent comme palestiniens. Et ils disent que notre Torah à nous, c'est le mensonge et la leur, c'est la vraie. Bon, c'est la folie. Maintenant, à l'époque de la Gemara, il y avait encore des Samaritains. Quand on ne savait pas, parce qu'il y avait des gens parmi eux, dans le mouvement, qui ont accepté les paroles des rabbins. En tous les cas, la Gemara, elle parle. Sur quoi je peux compter sur un goy? Ces gens-là, ces Koutim, même que les sages, ils les ont offensés quelque part, eux, ils ont des synagogues. Maintenant, ils disent Hachem-moi Elohim. La question, par exemple, par rapport à une femme Nida, d'accord? Une femme Nida. Est-ce que chez eux, à la maison, un juif, un Israël, qui est rentré chez eux, il s'est assis sur leur chaise, à l'époque, il y avait les corbanotes de Tamikdash. Est-ce qu'il est impur ou pas? Est-ce qu'il est impur? Ouais. Est-ce qu'il est impur? Ah ouais. Il n'est pas, on ne va pas se marier avec eux, mais on fait du commerce avec eux, on va chez eux. Est-ce qu'il est impur? Alors la Gemara a dit il n'est pas impur. Parce qu'ils font attention plus que les juifs sur ces halachot. Chez eux, quand la femme est nida, elle rentre dans une chambre seule. Elle s'isole. Parce qu'ils prenaient la Torah à la lettre. Mais non, parce qu'ils avaient 4 femmes, ils s'en foutent. Non, c'est pas la guerre. Alors, la Gemara, elle dit ce que les Koutim, ils étaient marzikim, erzikou. C'est la vérité. Alors, on te dit que même les halachot de Chol HaMoed, ce qu'on a autorisé, que les gens ils font, ils font. Ce qu'ils ne font pas, ils ne font pas. Ça, c'est la comparaison au Koutim. Demain, on va voir les halachot akurot. C'est quoi halakha akura? Où on peut apprendre une halakha, où on ne peut pas apprendre une halakha. Baruch Adonai Leolam. Amen.